Dès le début de cette édition, lancement de la Semaine internationale de lutte contre la corruption pour restaurer le climat de confiance autour de cette semaine, l'opinion publique sera saisie, sensibilisée et informée sur les avancées dans la lutte. La création d'une chaîne de télévision AES et l'évaluation des tranches spéciales AES sont entre autres points abordés lors de la rencontre des premiers responsables des médias d'État de l'AES. Ils se sont rencontrés à Ouagadougou, Burkina Faso pour accorder leur violon pour une bonne communication dans l'espace AES. Et les enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale doivent avoir une attention particulière pour leur alimentation. Attention et patience car certains d'entre eux ont de la peine à mâcher les aliments. Focus Santé s'y intéresse. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. La Semaine internationale de la lutte contre la corruption vient d'être lancée au Centre international de conférence de Bamako. S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain est le thème de l'édition 2024. La pertinence de cette thématique se justifie du fait que les jeunes ont le poids numérique nécessaire pour susciter des changements sociaux. Notre gouvernement en a fait une priorité en ratifiant en 2005 la Convention des Nations Unies. En vue de restaurer le climat de confiance, une semaine entière est consacrée pour informer et sensibiliser l'opinion publique sur les actions entreprises par le département de tutelle et ses partenaires. Le compte-rendu de la cérémonie de lancement de la semaine de lutte contre la corruption avec Garibou Pérou et Adamo Camara. En première ligne de la croisade contre la corruption se trouvent le gouvernement, partenaires et entreprises. Ils sont mobilisés pour s'en débarrasser de la corruption. Phénomène mondial, la corruption s'attaque à l'éducation, à la santé, affecte l'économie, paralyse le développement socio-économique et crée ainsi une inégalité sociale. Il faut donc, selon le président de la commission d'organisation, agir vite et avec intégrité. Ne dit-on pas que la jeunesse est l'avenir de la nation et le devenir du monde? Mais il faut s'empresser de relever qu'il ne s'agit pas de toute jeunesse. Celle qui est concernée est la jeunesse bien formée, bien éduquée, refutant la corruption et les déviances sociétales et imbue des valeurs de probité, d'honneur, d'honnêteté, de don de soi et de sens élevé du travail bien fait. À l'aune des défis contemporains, la jeunesse malienne en particulier a un rôle fondamental contre le mal du siècle. Face aux dangers liés à la corruption, les jeunes doivent avoir à l'esprit le culte du respect des biens publics. Cette année, le thème retenu s'intitule « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Selon les chiffres les plus récents, les jeunes de 15 à 24 ans représentent 1/5 de la population mondiale et vivent dans leur majorité dans la précarité. Si l'on ajoute les jeunes de moins de 15 ans, les jeunes représentent 60% de la population du Mali. Comme l'indiquent ces statistiques, les jeunes ont le poids numérique nécessaire pour susciter des changements sociaux et constituent une force sans égale, capable de faire basculer l'équilibre des forces dans le combat mondial contre la corruption. Élever et éduquer une nouvelle génération dans le respect de l'intégrité, de la démocratie et de la transparence est l'un des moyens les plus efficaces de s'assurer d'un futur où la corruption ne sera pas dans l'ordre naturel des choses. Manipulation des règles des marchés publics, favoritisme, clientélisme, la corruption coûterait des milliards de francs CFA dans l'économie nationale. Fini le gaspillage, place maintenant à la mise en œuvre des dispositions nationales. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le Mali a adopté plusieurs mesures à la fois normatives, structurelles et organisationnelles dont l'impact positif est de plus en plus perceptible. Ces réformes normatives et institutionnelles prouvent, si besoin en était, la volonté d'améliorer notre cadre juridique et institutionnel et le conformer aux standards internationaux contre la corruption. Je voudrais saisir cette occasion pour faire mention de la soumission de notre pays avec brio à Vienne en Autriche à l'évaluation du deuxième cycle de l'examen dans le cadre des mécanismes de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Toutes ces avancées n'auraient servi à rien si une lutte efficace n'est pas menée contre la corruption dans le secteur de la justice, à tous les niveaux de fonctionnement de l'appareil judiciaire. En outre, il y a lieu de signaler l'installation à l'inspection des services judiciaires de la ligne verte dénommée Binkani Kunafoni, qui est un numéro gratuit, le 3611,
numéro à la disposition de la population pour la dénonciation des faits et des auteurs de corruption. Tous ces efforts traduisent la vision des plus hautes autorités du pays à refonder l'État dans la perspective d'un Mali nouveau. Le 3611 est le numéro vert désormais à la disposition des justiciables. Le Mali passe à la vitesse supérieure en matière de lutte contre la corruption et cette semaine constitue un levier important pour un avenir plus équitable. Et le bureau du vérificateur général a saisi la célébration de cette journée pour remettre son rapport annuel au Conseil national de la société civile. Le bureau du vérificateur général vise ainsi une synergie pour sensibiliser la population vers une éradication de ce fléau qui mine nos économies et nos États. Le compte-rendu de Alousseni Tori. Déterminé dans la dynamique de renforcement de la lutte contre la corruption dans notre pays, le bureau du vérificateur général entend s'appuyer sur la société civile pour rendre visibles et lisibles ses actions. Cette dynamique va privilégier l'implication forte de l'individu dans la lutte contre la corruption. Le bureau du vérificateur général est une autorité indépendante de contrôle et de vérification et répond à un souci d'innovation dans le dispositif de contrôle de l'action publique au Mali, avec comme objectif de permettre aux citoyens maliens de participer au contrôle des deniers publics. C'est sur cette base qu'un protocole de collaboration a été établi entre le Conseil national de la société civile et le bureau du vérificateur général pour accroître la participation des citoyens dans la lutte contre la corruption, mais surtout dans la prévention des actions de corruption. Le bureau du vérificateur affirme sa volonté de traduire en acte la volonté politique des autorités. Le rapport annuel 2023 fait la synthèse de 50 missions de vérification et d'évaluation de politique publique, dont les résumés en constituent la quintessence. Ces missions ont été réalisées dans des secteurs clés comme le développement rural, l'éducation, le transport, le foncier, la santé et la sécurité sociale, la décentralisation, l'énergie et l'eau. Ces missions se répartissent en 35 vérifications financières et de conformité, 4 vérifications de performance, 8 vérifications de suivi des recommandations et 3 évaluations de politique publique. Le ministre en charge de la justice a exprimé tout le bien que le gouvernement pense du bureau du vérificateur général et de la collaboration qu'il entretient avec la société civile pour une plus grande efficacité dans l'atteinte des résultats. La session d'aujourd'hui constitue sans nul doute une excellente opportunité qui permettra, j'en suis persuadé, des débats fructueux et féconds entre les experts du bureau du vérificateur général et vous, acteurs de la société civile. J'ai saisi donc cette occasion pour saluer cette initiative. La célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption marque le début des activités de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, instituée par le décret numéro 10624 PRM du 26 novembre 2010 et qui vise notamment à informer l'opinion sur les actions entreprises dans ces cadres en vue de restaurer un climat de confiance entre les pouvoirs publics et les citoyens. La célébration de la journée et de la Semaine nationale de la lutte contre la corruption s'enrichira de ces séminaires de renforcement des capacités au bénéfice des membres de la société civile sur le contenu du rapport 2023 du Bureau du vérificateur général. Et dans le cadre de ces prises de contact, le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a rencontré jeudi après-midi au centre de formation des collectivités territoriales les partis politiques. Objectif de la rencontre, solliciter leur appui et accompagnement, faire le point de la révision des listes électorales et des réformes politiques et institutionnelles. Les partis politiques ont salué la nomination du général de division Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre avant de lui exprimer leur soutien. Le chef de gouvernement les a appelés à l'union sacrée et à la résilience face aux défis. Et vous pourrez suivre le discours que le Premier ministre a prononcé lors de cette rencontre tout juste après ce journal.
Mois de décembre, mois de lutte contre le VIH-Sida, la deuxième semaine est placée sous la coupole du ministère de la Santé et du Développement social et la ministre de la Santé a fait un tour au centre d'excellence de prévention, transmission mère-enfant de la commune 5 du district de Bamako. Une visite suivie par Awa Adaman Koulibaly et Tchadje Kamara. La guerre est ouvertement déclarée pour une baisse de la prévalence de naissances séropositives. Oui, à ce niveau, le tableau n'est pas reluisant. Sur les 6500 enfants atteints du sida, selon les dernières estimations, 1500 seraient nés séropositifs. Le centre spécialisé du CCRF de la commune 5 tourne à plein volume à ce jour. Nous sommes à plus de 3000 filles actives qui sont suivies par nos unités. Les femmes enceintes également sont dépistées systématiquement. Et il y a un centre d'excellence aussi qui forme le personnel en termes de renforcement des capacités. Actuellement, 40 enfants de mères infectés sont suivis au niveau de la néonatologie du service. La bonne nouvelle est qu'à 18 mois, ils sont tous certifiés négatifs. Ça, c'est des bonnes avancées. Et si on veut vraiment faire diminuer la transmission mère-enfant, il faut vraiment qu'on s'axe sur ce travail-là. Donc, les féliciter, les encourager et dire qu'on a pris en compte leurs préoccupations. On fera tout pour essayer de corriger les petites imperfections qu'il y a. Mais déjà, le temps est très bon. Rassurant de l'accessibilité et la gratuité de la prise en charge dans tous les centres à travers le pays, le colonel Assa Badjalo Touré n'a pas manqué d'inviter la population à un dépistage massif tout au long de ce mois. Voyons à présent la rencontre des acteurs de la filière pain, une initiative de l'Observatoire national de l'industrie, un reportage de Inaba. Le pain constitue un aliment de base des Maliens. Il est consommé par près de 96% de la population selon les statistiques. Malgré cet état de fait, la filière pain est confrontée à plusieurs défis, notamment la qualité des matières, les normes, la compétitivité des prix, entre autres. Cette journée d'échange est donc une opportunité pour renforcer les capacités des acteurs de la filière pain et établir un cadre de collaboration en vue du développement de ce sous-secteur vital pour notre pays. Le département est disponible pour appuyer la filière pain dans le but de pouvoir améliorer la compétitivité. La rencontre a pour objectif de faire l'état des lieux de la filière à travers un diagnostic poussé, des enjeux et des opportunités afin d'apporter une solution durable à la problématique. Il s'agit d'analyser les chaînes de valeur et identifier les acteurs impliqués, les contraintes et les défis auxquels fait face la production du pain. Il est de notre devoir de créer un cadre d'échange entre les acteurs de toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire les producteurs ou importateurs de blé ou de toute autre matière première jusqu'aux consommateurs, en passant par les meuniers et les distributeurs. Chaque élément de la chaîne de valeur a un rôle prépondérant, d'où l'intérêt de la présente rencontre. À l'issue de cette session, plusieurs recommandations seront formulées pour améliorer la filière. Également dans cette édition, la formation des acteurs sur les concepts liés à la migration. Ces formations sont prévues dans les régions de Koulikoro, Ségou, Kaïsikasso et également dans le district de Bamako. Et c'est pour mieux outiller les acteurs sur les dynamiques migratoires. Le point avec Abdul Karim Kaba. Les concepts liés à la migration, les instruments juridiques et politiques, la traite des personnes et le trafic des migrants sont autant de sujets abordés au cours de cette session. Cette initiative du Centre d'information et de gestion des migrations (CIGEM) vise à améliorer la gouvernance tout en saisissant les opportunités qu'offre la migration. Ces formations visent à renforcer la capacité des acteurs issus des administrations, des collectivités territoriales et de la société civile sur les concepts fondamentaux liés à la migration. Il s'agit de donner à chacun les outils nécessaires pour analyser, anticiper, accompagner et gérer les dynamiques migratoires en vue d'une plus grande compréhension et efficacité des interventions. Cette démarche du Centre d'information et de gestion des migrations rime bien avec les initiatives de l'OIM, d'où cet accompagnement. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative régionale
renforcement des capacités en matière de gestion des migrations en Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Nord, soutenu par le Royaume du Danemark. Avec ces formations, il s'agit de doter les acteurs de techniques pour mieux gérer la question des migrations. La migration, qu'elle soit locale, régionale ou internationale, est un phénomène en constante évolution. Pourtant, elle est souvent mal comprise, mal interprétée ou instrumentalisée. Connaître les concepts de base liés à la migration, c'est comprendre les réalités humaines derrière les chiffres, les espoirs derrière les défis. La finalité recherchée est de construire des communautés résilientes face aux défis migratoires et valoriser les contributions des Maliens de l'extérieur au développement local. À Ségou, journée porte ouverte à l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ. Ces journées visent à faire voir les opportunités d'insertion des jeunes. Kandesila et Issaba. Ces journées porte ouverte sur l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ vise d'une part à mettre un accent particulier sur les offres de services de l'agence et d'autre part promouvoir les opportunités dans les métiers liés aux filières agricoles à travers le cadre de partenariat APEJ et LuxDev. C'est des journées où les produits financiers et non financiers de l'APEJ sont connus par les jeunes. Il y aura un partage d'espérance entre les jeunes entrepreneurs expérimentés et les débutants, les nouveaux jeunes entrepreneurs. Pour rappel, les deux programmes MLI 021 et MLI 022 interviennent dans les régions de Ségou et de Sikasso en partageant les mêmes objectifs spécifiques, à savoir les jeunes hommes et les jeunes femmes des régions de Ségou et de Sikasso bénéficient davantage d'opportunités économiques dans les métiers liés aux filières agricoles. Au terme de ces 2 journées, les jeunes seront suffisamment outillés pour aborder le chemin de l'entrepreneuriat avec assurance et dans un environnement sécurisé. Chers jeunes, cette journée est la vôtre. Tant l'objectif visé par ces journées portes ouvertes offre des opportunités pour les jeunes, opportunités d'information et opportunités de mise en relation de ces jeunes avec des éventuels employeurs et avec les incubateurs, ce qui va promouvoir l'auto-emploi qui est aujourd'hui plus promoteur que l'emploi public comme on le crée. Des communications et une visite guidée des installations ont permis aux hôtes du jour d'être mieux imprégnés de la pêche, dont la mission essentielle est concourir à la création d'emplois et à l'accès des crédits pour les jeunes. Actualité régionale toujours, après la riposte sanglante infligée aux terroristes à Kemparana le samedi dernier qui a fait une vingtaine de morts, le gouverneur et une délégation de la zone numéro 12 de Ségou se sont rendus sur place pour transmettre le message d'encouragement de tout le peuple malien aux hommes sur le terrain. Drissa Kone et Seydou Kamena. Ici à Kimparana, le samedi 7 décembre 2024 à 6h du matin, le tricycle kamikaze bourré d'explosifs a été frappé à plus de 200 mètres. Cette attaque fut d'une rare violence car les impacts sur les maisons avoisinantes en témoignent. Ils étaient des dizaines de terroristes à se lancer dans cette conspiration. Mais en face, ils ont trouvé des éléments du groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale en mission Opération Maliko sous le commandement du lieutenant Yaya Daou, bien aguerri. Voilà toute la raison de la visite du gouverneur à Kimparana. Cette présence ici vraiment nous honore beaucoup et ça nous encourage également les militaires aussi ainsi que la population. Parce qu'une fois que ceci se présente et traverse la ville, les gens les voient et directement ils se disent que l'État malien et la hiérarchie militaire a les yeux sur qu'on appelle nos vaillants soldats qui sont sur place ici. Au dernier bilan, RAS côté Ami, contre une vingtaine de terroristes tués et 10 suspects arrêtés, plusieurs armes, des munitions et des moyens roulants saisis. Nous sommes là ce matin accompagnés par le chef d'état-major de la 2e région militaire, le préfet de Kimparana, M. le maire, et d'autres personnes venues avec des mots d'encouragement, des mots de félicitations envers ces braves soldats. Ça a été un succès pour tout le Mali. C'est pour cela que vous retrouvez ici les salutations de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, le chef d'état-major général des armées et tout le monde
pour leur bravoure. Les visiteurs du jour ont demandé aux autorités locales de renforcer la collaboration qui a permis cette prouesse. COP16, on en parle ce soir également et nous nous intéressons aux différentes rencontres que la délégation malienne a eues avec des partenaires à Riyad en Arabie Saoudite pour mieux lutter contre le changement climatique. Envoyés spéciaux à Riyad, Agibou Koulibaly et Abou Koni. La délégation malienne a d'abord reçu le représentant du fonds de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, une structure particulièrement intéressée par les pays du Sahel, et singulièrement par le Mali. Le représentant a exprimé sa volonté de développer une coopération dans le domaine de la résilience climatique. Par la suite, une séance de travail s'est tenue avec Dr Stanford Blandé, directeur général de l'ICRISAT, une structure spécialisée dans la culture des zones arides. Au cours de cette rencontre, le chef de cabinet a insisté sur l'implication du ministère en charge de l'environnement dès la phase de conception des projets afin de garantir une meilleure intégration des enjeux environnementaux. En parallèle, la directrice générale des eaux et forêts a participé à un panel dédié à la gouvernance équitable et durable de l'eau. De Cali à Colombie, à Riyad en Arabie Saoudite, en passant par Azerbaïdjan, Bakou, on parle des grands défis environnementaux, notamment la perte de biodiversité, le changement climatique, la désertification, la sécheresse, la dégradation des terres et surtout la nécessité d'avoir des solutions rapides et surtout durables. Il y a eu l'organisation des dialogues, 3 dialogues sur le financement, sur la résilience à la sécheresse et sur la migration. En dehors de ça, il y a eu des side events sur la restauration des terres dégradées, sur la désertification et jarre, sur le financement, sur la Grande Muraille Verte. Et parallèlement à tout ça, il y a aussi des négociations qui sont en cours. Des négociations sur le financement. Donc on a des délégués maliens qui participent à ces négociations sur le financement, sur un protocole. Cette série de rencontres illustre l'engagement du Mali à tisser des partenariats robustes et à s'inscrire durablement dans la dynamique internationale de lutte contre la désertification. AES Actualité, le nouveau Premier ministre burkinabé a rendu publique la composition de son gouvernement, un gouvernement qui enregistre des entrées et des départs. La nouvelle équipe dans ce commentaire de Sékou Zongo. Tout comme le précédent, le nouveau gouvernement, conduit par Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, est fort de 24 membres. Une équipe qui enregistre 4 entrants et naturellement 4 départs. Le général de brigade Célestin Simporé fait son entrée dans l'exécutif burkinabé. Il est ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, en remplacement du général de brigade Kassoum Koulibaly. Le ministère de la Communication, qui attendait son occupant depuis la nomination de Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo à la primature, revient à Pengedwende Gilbert Ouedraogo, lui qui avait en charge la communication de la présidence du Faso. Autre changement remarquable, c'est au département de la fonction publique du travail et de la protection sociale. Mathias Traoré, qui occupait jusqu'au 7 décembre dernier la tête du secrétariat général du gouvernement, remplace Bassolma Bazia à son poste. Un nouveau visage également au ministère de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale. Le commandant Passowende Pélagie Cabré Kaboré est promu à ce poste. Elle remplace Nandi Somé Diallo. Dans la nomenclature du nouveau gouvernement, 3 ministres d'État, tout comme le précédent. Le ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo, est fait ministre d'État. Le ministre Ismaël Sombier, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, est également élevé au rang de ministre d'État dans cette nouvelle équipe. Le 3e ministre d'État,
est bien entendu le nouvel occupant du département de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Célestin Saint-Pauli. Les 20 autres ministres restent à leur poste. Autre fait majeur, cette équipe, sous la houlette du Premier ministre Ouédraogo, est majoritairement jeune, comme pour dire que le chef de l'État attend d'eux de l'action. Une action pour relever les défis du Burkina et le faire rayonner dans le concert des nations. Les premiers responsables des médias d'État de l'AES sont tenus à Ouagadougou. Je le disais dans les titres, une séance de travail. Cette rencontre vise à accorder leur violon sur les actions de communication à mener pour répondre aux orientations des chefs d'État et aux aspirations des peuples de l'AES. Et nous pouvons retenir la création d'une chaîne de télévision AES. Fanta Ouattara et bienvenue Taosan. Les directeurs généraux des médias d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et leurs proches collaborateurs en concertation dans la capitale burkinabé. Au cœur des échanges, la visibilité des actions de l'espace et son rayonnement sur la scène internationale. Et il y a lieu d'élaborer une fiche synthétique de création d'une chaîne de télévision AES et d'évaluer la mise en œuvre de la tranche spéciale AES dans les éditions d'information de radio et télé publiques. Nous avons également échangé autour du projet de lancement donc, de la Web TV. Alors, c'est un projet qui très bientôt sera une réalité et il est question d'alimenter cette Web TV et ensemble nous devons trouver des voies et moyens pour produire des contenus. Alors, à ce niveau également, nous sommes accordés sur une certaine manière de travailler, de sorte à ce que cette chaîne qui sera lancée au niveau donc, des réseaux sociaux puisse véritablement avoir des contenus en phase avec la dynamique en cours. Et pour faciliter la mise en œuvre de ces activités de communication, il est prévu très prochainement à Bamako la signature d'une convention tripartite de partenariat par les ministres en charge de la communication. Nous avons eu quand même l'opportunité, sinon l'occasion, de nous rencontrer et d'échanger, de faire échanger nos équipes techniques. Et c'était très important. On a vu la nécessité aujourd'hui de mutualiser les efforts. Et c'est justement à travers cette rencontre qu'on a compris qu'il était important pour nous d'organiser des rencontres de façon plus périodique pour qu'on puisse tenir justement les orientations de nos chefs d'État. Ce sont des sujets majeurs qui vont nous permettre d'améliorer notre démarche commune et de tendre vers, disons, un ensemble AES plus visible au plan international et à mieux de prendre en charge sa propre destinée, surtout face au narratif occidental. Les actions de communication déjà menées sont jugées satisfaisantes par les différentes parties. La création d'une fêtière des médias publics de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est un projet. Allons voir du côté du Salon international de l'artisanat pour la femme, pour apprécier le savoir-faire des femmes artisanes nigériennes. La présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a effectué une visite au niveau des stands et elle a été séduite par les différents articles selon nos confrères de RTN, Abdul Karim Maman Barmou et Ousmane Konaté. Les femmes artisanes du Niger et des pays voisins ont reçu la visite de la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Madame Brarek Jarmakoy, qu'accompagne la directrice générale du SAFEM, s'est rendue à l'Académie des arts martiaux et au Palais du 29 juillet pour explorer les différents stands de cette 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM. Pendant cette visite, nous avons été très émerveillés par la qualité des produits qui ont été présentés par nos artisans locaux. D'abord, nous avons apprécié l'innovation. Cette fois-ci, on a été au niveau du concours pour tout ce qui est menuiserie et on a vu comment les artisans ont mis de l'ingéniosité par rapport à cela. Et c'était aussi agréable de visiter les stands de nos pays frères de l'AES et des autres aussi de la communauté économique qui ont été invités. Une visite saluée par la directrice générale du SAFEM qui, selon elle, témoigne de l'engagement du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie à soutenir le consommation local. Nous avons deux sites. Nous avons le site du Palais du 29 juillet, à l'intérieur et tout l'espace au dehors. Nous avons aussi une innovation, le site au niveau de l'Académie des arts. Et nous appelons donc la population
à sortir massivement pour venir en fait visiter. Madame la Présidente a donné l'exemple. Nous appelons tout le monde à faire pareil. Jusqu'au 15 décembre 2024, les festivités se poursuivront sur le site du Palais du 29 juillet et à l'Académie des Arts Martiaux. De quoi permettre aux visiteurs d'explorer les différents stands et plonger dans l'univers fascinant des pays présents à cette 13e édition du SAFEM. Suite de ce journal, la 3e édition du DS Meet, sachez que c'est un espace de rencontre et de partage de bonnes pratiques sur l'entrepreneuriat. L'entreprise malienne DS Tosh Corporation, qui évolue dans le domaine du bâtiment et des travaux architecturaux. En plus de cette initiative, a aussi lancé sa marque de parfum intérieur Saora. Plus de détails avec Bokari Koulibaly. Cadre de rencontres, de partage et d'échanges sur l'entrepreneuriat et l'innovation, le DS Meet ouvre ses portes pour la 3e fois consécutive. DS Touch Corporate, initiateur de l'événement, entend ainsi mettre en évidence le potentiel et l'excellence africaine. Une volonté matérialisée à travers le lancement de sa marque de parfum intérieur dénommée Saora. Saora est déjà la première marque malienne de parfum d'intérieur. Elle incarne l'authenticité, la tradition, le luxe africain. Et ça a été développé vraiment dans l'esprit de faire valoir la culture malienne, africaine, sur la scène internationale. La ministre chargée de l'entrepreneuriat national a félicité ces cadres qui promettent le développement endogène avant de donner l'assurance au groupe DS Touch Corporate de l'accompagnement de son département. Je suis venue pour soutenir cette grande dame qui a osé vous dire, Madame Diawara, que les plus hautes autorités de ce pays vont vous soutenir. Le secteur privé est un partenaire clé pour notre département et je pense que très bientôt, en tout cas ce qui vous concerne, moi en tant que femme, vous en tant que femme, et nous allons faire de très bonnes choses. Durant les 2 jours du DS Meet, des panels de haut niveau sur l'entrepreneuriat seront animés. La finalité recherchée à travers ces rencontres est de transformer et booster l'entrepreneuriat africain en général. Lancement d'une série de formations à l'intention des coordinations régionales et locales de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. La session porte sur la centralisation des résultats du scrutin, les cadres de concertation avec les partis politiques, la société civile, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Commentaire Suleiman Sidibé. Pour des élections libres, crédibles et apaisées, l'autorité indépendante de gestion des élections prépare ses hommes et femmes sur l'ensemble du territoire du Mali. La session a bien démarré dans les régions de Mopti, Bandiagara et Douanza. Pour faire une bonne organisation électorale, il faut former ceux qui sont chargés des préparatifs et des centralisations. Donc c'est pour cela que nous sommes venus, pour former l'ensemble de la coordination de Mopti. C'est composé de la coordination régionale, 8 coordinations des cercles, 108 coordinations des communes. Je voudrais donc vous inviter à suivre avec intérêt les modules qui vous seront présentés et participer activement au débat afin de tirer meilleur profit. Même exercice dans les régions de Tombouctou et Taoudéni. Il n'échappe personne que l'ensemble de ces activités contribuent à renforcer la vision et la dynamique de l'EGE qui œuvrent à unir toutes les conditions favorables à la tenue d'élections crédibles, transparentes, apaisées et sécurisées, gage d'un retour à l'ordre constitutionnel de notre pays. Permettez-moi d'adresser au nom du gouverneur de la région nos sincères remerciements au président de l'EGE pour l'organisation de cette session de formation à l'intention des coordinations de l'intérieur. Elle permettra sans nul doute d'assurer davantage la bonne gestion des opérations électorales. Quant à la région de Gao, l'actualité, c'est la révision des listes électorales.
le gouverneur accompagné d'une délégation des Lèges a rendu une visite à la commission régionale. Dans l'ensemble, dans la région, la révision se passe très très bien. Et de temps en temps, on vient y jeter un coup d'œil. On est là ce matin avec une forte délégation. D'abord pour la supervision, ensuite pour la formation de nos agents dans le processus électoral. Surtout la centralisation des résultats. C'est un travail transparent, un travail responsable qui est en train de s'abattre ici. Après ici, nous irons au niveau des quartiers, dans chaque coopérative, pour que les gens puissent être à côté de l'administration. S'ils ne viennent pas, l'administration ira vers eux. C'est ce qui a été décidé avec la tutelle. Nous sommes en train de faire ce travail-là. Et la région de Théodénie est frappée encore une fois par la montée des eaux du fleuve Niger. Pour évaluer les dégâts et apporter leur soutien aux personnes touchées, les autorités régionales se sont rendues sur le site des déplacés. Reportage à Chirfou Moulay Aïdara. La montée des eaux du fleuve Niger a occasionné l'inondation du village de Nipkit, entraînant les déplacements de populations avec des dégâts matériels considérables. On adresse notre demande à monsieur le gouverneur de la région de Théodénie, Mohamed Abdelrahman Al-Meidou, et on sollicite aussi le secours de tous les gouvernements, et en particulier le président de la République, qui nous ont montré toujours l'égalité de la population du Mali d'une manière générale, qu'ils soient noirs ou blancs. Les comme le centre de santé communautaire de Nipkit-Elk est aussi menacé par la montée de cette eau, car l'eau en tant que telle n'abandonne jamais ses traces. Donc je profite à cette occasion de lancer un appel à ces personnes, à ces ONG, à ces personnes de bonne volonté, à ces partenaires au gouvernement malien, donc de venir en aide pour la réhabilitation de notre SESCOM. Notre verger est carrément inondé. Moi et les travailleurs sont restés incapables face à la montée des eaux, mais nous remercions beaucoup les autorités d'avoir diligenté une équipe d'évaluation et nous comptons beaucoup sur le président de la République. Les autorités régionales sont venues constater la situation afin de l'évaluer. J'appelle le haut sommet de notre pays vraiment d'avoir des situations qui sont en train de menacer l'école, surtout l'école. L'école, il est sous les menaces. Sans oublier, remercier le CICR et la zone de défense de Tombouctou qui sont intervenus au moment des inondations. Beaucoup de ménages qui ont été touchés, des maisons effondrées et des bétails vraiment endommagés. Donc nous avons fait vraiment le constat et nous allons remonter les données et acquis de droit. Cette situation inquiète les habitants qui manquent de l'assistance afin de faire face aux nombreuses conséquences qui peuvent en résulter. Et cette belle initiative des jeunes de l'espace Sikasso Korogo Bobo Dioulasso qui s'engagent à promouvoir une paix durable le long des frontières communes. C'est à la faveur de la 2e édition du Forum des jeunes sur la paix, la sécurité et le développement. Compte rendu, Mousokoro Sirime et Taïrou Konaté. Dans un contexte mondial marqué par des conflits persistants, des tensions géopolitiques et des inégalités croissantes, les jeunes membres de l'UTCT, Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo, Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso, veulent prendre le relais. À ce forum de Sikasso, 2e édition, ils sont une 60aine de participants à partager une vision commune, celle de devenir des artisans de la paix et des catalyseurs du changement pour la construction et la consolidation de sociétés pacifiques et inclusives. L'objectif global du forum est d'offrir un cadre aux jeunes de l'espace transfrontalier Escabo en vue de les réfléchir à leur rapport pour la construction de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Le thème de ce rendez-vous 2024 est « Engagement des jeunes pour une paix durable dans l'espace Escabo, opportunités, défis et actions ». En tant que jeunes, nous pouvons organiser des séances de sensibilisation à travers des dialogues intercommunautaires, des dialogues intergénérationnels avec les populations des différentes régions, de Escabo, auprès de nos populations, auprès de nos parents, afin que tout le monde puisse parler le même langage. Soyez rassurés du soutien de toutes les autorités locales et régionales
des initiatives qui émergeront de ce forum, car nous avons un devoir collectif, celui de créer les conditions nécessaires pour que les jeunes puissent s'épanouir, s'exprimer et agir pour le bien de nos communautés. Le Forum 2024 des jeunes de l'espace Escabou s'inscrit dans le cadre des activités du programme de coopération transfrontalière locale phase 2, mis en œuvre par le Conseil des collectivités territoriales. Il est financé par la Commission de l'UEMOA et la coopération suisse. Le village de Gadiaba-Gadiel, dans la région de Nioro du Sahel, vient d'être doté d'une nouvelle adduction d'eau en appui à l'existant. L'ouvrage viendra réduire sans nul doute les besoins en eau des populations de cette localité. Moussa Diakité. Gadiaba-Gadiel est un gros village de 2936 âmes, à une douzaine de kilomètres au sud-ouest de Nioro. Avec l'accroissement de la population, les besoins en eau deviennent de plus en plus croissants, d'où cette œuvre de patriotisme d'un vaillant fils du terroir. Entièrement financé par M. Samba Djigué, PDG de Corridor Petroleum, à travers le mouvement pour le développement du village de Gadiaba-Gadiel à hauteur de 159 millions de francs CFA, cette adduction d'eau renforcera les efforts du gouvernement malien dans la recherche des meilleures conditions de vie des populations. Après la coupure du ruban symbolique, ce fut la visite des installations qui comprennent des châteaux de 44 000 et de 4 500 litres, 12 bornes fontaines à travers le village, et 8 branchements particuliers sur un réseau de 7 km, le tout alimenté par 44 panneaux solaires de 450 watts chacun. Aujourd'hui, je suis le maire le plus heureux de la région. Au nom des populations de la commune, je salue les initiateurs pour cette gigantesque réalisation qui viendra renforcer l'existant. L'objectif général visé par les donateurs est de faire de Gadiaba-Gadiel un village où il fait bon vivre. La construction de ces châteaux d'eau est une première et d'autres plus substantielles suivront Inch'Allah. Dans une ambiance de fête, les populations de la commune et environ sont sorties massivement pour accueillir les joyaux. Fournir aux populations un meilleur cadre de vie à travers la production d'eau et d'électricité est inscrit au cœur de l'action des plusieurs autorités de la transition. J'aimerais saisir cette occasion les demandant de faire bon usage de ces gigantesques châteaux mis à leur profit par les fils et filles de la localité. Campagne de sensibilisation au bénéfice de la population de Badougou-Doliba, une trentaine de kilomètres de Bamako, dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Un cadre a été mis à profit pour donner des vivres à la population et doter les femmes rurales d'outils agricoles. Envoyés spéciaux, Bokari Koulibaly et Mohamed Sidibi. Un après-midi festif et instructif à Badougou-Doliba dans le Mandé. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous ont répondu à l'appel du consortium d'ONG AFLED, COFESFA et Fondation Sunga. C'est là à la faveur des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Selon le système de gestion d'information sur les violences basées sur le genre, au moins 15 993 incidents de VGB ont été rapportés au cours de l'année 2023 au Mali. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de prendre les mesures pour éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Les hôtes du jour ne sont pas partis les mains vides. Un important don d'une valeur de 10 millions de francs CFA, composé de graines conditionnées, d'outils de maraîchage, de matériel d'irrigation et d'engins roulants a été offert aux femmes rurales. Je suis très heureuse d'être là avec mes sœurs dans ce même combat pour l'égalité, la justice sociale, la promotion des droits des femmes. Et nous voyons aujourd'hui que les deux villages Djoliba et Dalakana sont sortis massivement et nous avons tous le même message. Cette activité a également enregistré la présence d'une invitée de marque, celle de Daniel Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Sunga, non moins belle-fille du président Denis Sassou Nguesso, venue spécialement du Congo pour la cause. J'ai pris un immense plaisir à collaborer avec l'association de Madame Diallo pour apporter ici des vivres dans ce village. C'est cela la chaîne de solidarité, des mains qui se tiennent les mains les unes les autres. Ensemble, nous devons continuer à travailler, ici au Mali, mais partout en Afrique, au Congo également, pour garantir la sécurité, la santé et le bien-être de toutes les femmes et les filles. Retour d'ascenseur, les populations de Badougou-Djoliba et de Dalakana
ont manifesté leur joie à travers des mots de remerciement, des prestations folkloriques et danses du terroir. Dans le même registre à Kita, fin d'une caravane de proximité, de communication et de sensibilisation sur la promotion des droits des femmes sexuelles et reproductifs. C'est pour dénoncer des violences basées sur le genre. ORTM Kita, Mahamadi Aliou Bari. Cette caravane de l'ONG Azik Djigiablon s'inscrit dans le cadre de 16 jours d'activisme, la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle rentre dans le cadre du projet Fitneyelen, l'appui à la promotion des droits sexuels et reproductifs et du droit à une vie libre sans violence, genre des femmes, des filles et des adolescentes des 6 cercles de la région de Kita. Vous avez constaté, les chiffres sont très gonflés. Vous avez constaté qu'il y a eu même des morts d'hommes, comme on l'a dit. Donc le constat est très amer. Donc nous souhaitons qu'ensemble, on puisse se donner la main pour éradiquer ces fléaux. La caravane est partie du quartier Liberté au gouvernorat de Kita en passant par le rond-point de la préfecture, le commissariat de police, l'autogare de Tukutu, de Kokofota, du rond-point du boulevard de l'Indépendance, l'église protestante et catholique et la grande mosquée de Kita. Tout au long du trajet, les caravaniers ont distribué des correspondances dénonçant les violences faites aux femmes-filles dans la région de Kita. Je suis très heureuse ce matin pour la sensibilisation, la campagne de lutte contre les VBG faites aux femmes et aux jeunes filles. Cette caravane est financée par la délégation de l'Union européenne au Mali avec une contribution du consortium Azik Djigiablou. Elle cible les communautés bénéficiaires du projet. Nous sommes très heureux de constater avec nous que la mobilisation a été totale. Ça a permis vraiment la participation non seulement des services techniques, et également toutes les associations de la société civile pour vraiment organiser cette campagne à travers la ville. Ils ont déjà emboîté le pas en essayant d'initier cette caravane pour venir témoigner les mots qui concourent les violences basées sur le genre. J'avoue que dans leur discours, les chiffres sont alarmants. Cette année, l'ONG Azik Djigiablou célèbre les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles au niveau des 3 districts sanitaires cibles du projet, à savoir Kita, Sagabari et Sefeto. Focus Santé de ce soir s'intéresse à l'alimentation des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale. Oui, une attention particulière est de mise, sachant que certains d'entre eux ont du mal à mâcher les aliments. Il faut beaucoup de patience pour les alimenter. La rédaction s'intéresse donc aux différentes techniques d'alimentation des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale. Focus Santé, une réalisation de Kumba Sissé et Taïeb Adjaouyakoye. La plupart des enfants atteints de paralysie cérébrale sont victimes de troubles du comportement, de locution et de réduction de la mobilité. À cause de ce handicap, ces enfants ne peuvent pas s'alimenter ni mâcher des aliments solides. Cette maman qui a préféré garder l'anonymat en témoigne. Je prends du temps pour donner à manger à mon enfant. Mes voisines et mes 2 filles m'aident dans ce sens. Comme elle ne parle pas, c'est moi qui dois savoir si elle a faim ou pas, ou si elle souffre de quoi que ce soit. Un enfant IMC, c'est un enfant qui, au cours d'un moment donné, soit en période anténatale ou bien en post-natal, qui a eu une infection et qui a eu un déficit neurologique. Et ces déficits neurologiques, en général, s'entraînent beaucoup de perturbations sur ces enfants-là, sur le plan neurologique surtout. Et dans ces perturbations, nous avons les troubles de la déglutition, les problèmes par rapport à l'alimentation de ces enfants. Elle est très délicate parce qu'en général, ils souffrent de malnutrition comme tous les autres enfants. Et les causes de la malnutrition, en général, chez eux, c'est soit un apport insuffisant, ou bien les pertes importantes liées au vomissement, ou bien aux régurgitations, ou bien aux perturbations du métabolisme, ou même au dysfonctionnement oromoteur. C'est selon les cas. Il y a des enfants qui peuvent plus ou moins mâcher les aliments et bien avaler. Il y en a qui n'arrivent pas à mâcher les aliments et il y a d'autres qui ne peuvent prendre que des aliments liquides. Patience. Rien que de la patience pour nourrir les enfants IMC. À tout moment, les aliments peuvent faire une fausse route et provoquer des complications telles que la gêne respiratoire. Lors de l'alimentation, quand elle n'est pas bien entreprise, l'enfant peut avaler de travers et les aliments vont se retrouver dans les poumons et créer une pneumonie d'inhalation. Et en général, souvent, c'est des enfants qui sont confiés aux grands-mères et ça pose beaucoup de problèmes par rapport à leur alimentation. Parce qu'ils doivent prendre des aliments soit liquides, soit semi-liquides. Pour éviter des malnutritions chez les enfants, ils ont également besoin d'une alimentation équilibrée. Mais attention, il y a des techniques pour ceux qui ne peuvent pas mâcher des aliments.
Ils peuvent manger ce que nous tous nous mangeons de façon quotidienne, mais maintenant c'est la façon de faire de ces aliments-là qui va les différencier par rapport de nous. Donc il faut les mixer ou bien les réduire en purée et en bouillie et puis les donner à ses enfants. C'est vraiment, ça demande beaucoup de patience parce que déjà chez eux, il faut le mettre déjà dans une position demi-assise et puis il faut fractionner les repas pour ne pas se retrouver dans cette position de fausse route là. Donc il faut les alimenter comme tout le monde avec une alimentation le plus équilibrée possible avec des apports en fruits, des apports en légumes, des apports en céréales, vraiment une alimentation équilibrée selon les moyens et les possibilités de tout un chacun. Si l'alimentation d'un enfant normal prend au moins 15 minutes, celle d'un enfant IMC va de 30 à 45 minutes. Et nous revenons sur cette annonce dans le cadre de ces prises de contact. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a rencontré jeudi après-midi au centre de formation des collectivités territoriales les partis politiques. Objectif de la rencontre, solliciter leur appui et accompagnement, faire le point de la révision des listes électorales et des réformes politiques et institutionnelles. Les partis politiques ont salué la nomination du général de division Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre avant de lui exprimer leur soutien. Le chef du gouvernement les a appelés à l'union sacrée et à la résilience face aux défis. Et vous pourrez suivre le discours que le Premier ministre a prononcé lors de cette rencontre tout juste juste après ce journal. Et c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi. C'est demain que s'ouvrent ici à Bamako les travaux de l'EID et vous pourrez suivre en direct sur ORTM 1, ORTM 2, la radio nationale et la chaîne 2 ces travaux. Et moi, je vous donne rendez-vous demain aussi pour la grande édition, Dieu voulant. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Nos grands-pères disaient que nos vies sont la somme totale des choix que nous avons faits. Donc, faisons de bons choix. Bonne fin de soirée à tous.